Donc je vais tout de suite donner la parole à Marie Houdard et du coup on prendra les questions de compréhension peut-être tout de suite après l'intervention de Marie et après on fera intervenir donc Bertrand Bello en tant qu'acteur de territoire sur ces questions, comment ça le fait réagir. Alors Marie, vous allez aborder la question de l'articulation des échelles et des modèles agricoles et agroalimentaires. Watts. Donc bonjour à tous. Donc en fait ce dont je vais vous parler là va faire un peu une sorte de synthèse de ce qui a été dit. Vous avez entendu parler de modèles, d'échelles. Donc moi je vais reprendre un petit peu tout ça sur la base de l'analyse transversale de différents cas d'études qui ont été menés dans le cadre d'un autre PSDR, donc un PSDR qui s'appelle le PSDR inventé, donc qui avait comme point central la question de l'alimentation. Et de l'analyse transversale de différents cas d'études. Alors, tu parlais tout à l'heure d'initiatives individuelles. Moi, je vais vous parler uniquement d'initiatives collectives, en fait. Il y a un petit malentendu. On a fait l'analyse transversale de ces différentes initiatives qui relèvent du processus de reterritorialisation de l'alimentation. Et ce qui semble apparaître, c'est que cette reterritorialisation de l'alimentation, elle reposerait à chaque fois sur l'articulation de différentes échelles et l'articulation de différents mondes ou modèles. Alors, bien sûr, je vais expliciter ce que j'entends par là dans la suite de mon propos. Donc, juste quelques éléments de contexte pour commencer, parce qu'on a beaucoup parlé de relocalisation, mais finalement pas tant de reterritorialisation. Donc, qu'est-ce qu'on entend un petit peu par là ? Mais vous devez le savoir à peu près tous. Derrière la question de la reterritorialisation de l'alimentation, on met toutes les initiatives, qu'elles soient individuelles ou collectives pour le coup, qui vise à reconnecter l'agriculture et l'alimentation au cœur des territoires, donc en gros à refaire du lien entre un produit, des acteurs de l'alimentation et puis les spécificités d'un territoire. Et donc derrière ça, dans la littérature, on met en avant tous les enjeux de sécurité alimentaire, les enjeux de rééquilibrage des forces, on va dire, entre les acteurs des filières, notamment ceux de la grande distribution et puis les fournisseurs. Et puis on met aussi en avant beaucoup la question de l'environnement, des enjeux environnementaux qui seraient reliés à la reterritorialisation. Et dans ce processus-là de reterritorialisation de l'alimentation, ça aussi c'est des choses que vous avez entendues depuis ce matin, que vous savez sans doute, il y a de plus en plus d'acteurs qui sont investis, qui sont impliqués dans ce processus-là, et des acteurs variés. Donc il y a évidemment tous les acteurs qu'on met derrière l'appellation acteurs du marché, donc les producteurs, les distributeurs, les transformateurs, les acteurs publics évidemment, on en a parlé ce matin, et puis de plus en plus toute la société civile, les citoyens qui s'engagent dans ce processus de reterritorialisation de l'alimentation. Et pour le coup, aujourd'hui, on a un très très grand nombre d'initiatives qu'on peut mettre derrière la question de la reterritorialisation des initiatives qui sont très diverses, qui sont encore souvent atomisées, même s'il y a beaucoup de démarches qui se mettent en place justement pour reconnecter ces différentes initiatives à l'image des projets alimentaires territoriaux. Et donc, diversité des initiatives, typiquement, on va mettre derrière la question de la reterritorialisation les AMAP, les filières qualité, toutes les IG, les SICO, les projets alimentaires territoriaux, etc. Enfin, il y a une grande diversité de cas. Et donc, dans le projet PSDR inventé, la question qu'on s'est posée sur la base de ce contexte, c'était quels sont les leviers et les conditions d'une gouvernance locale de l'alimentation qui serait adaptée aux enjeux des territoires. En d'autres termes, pour faire plus simple par rapport à ma communication, c'est quelles sont les conditions et les leviers de la reterritorialisation de l'alimentation. Et donc pour répondre à cette question très générale, dans ce projet inventé, on a fait le choix d'instruire une grande diversité d'initiatives collectives qui relèvent de la reterritorialisation, en essayant de couvrir un peu le spectre de la diversité qu'on retrouve sur le terrain en fait, à la fois du point de vue des acteurs qui sont impliqués dans le développement de ces initiatives, donc typiquement les acteurs du marché, les acteurs de la société civile et les acteurs publics, pour cloisonner un peu les choses. Et puis on a essayé aussi d'avoir une diversité du point de vue du périmètre de ces actions collectives, entre des actions qui s'ancrent plutôt à un niveau très local, à une échelle très locale, et puis des actions qui ont une envergure plus régionale. Enfin, c'est vraiment là encore pour cloisonner les choses. Donc au final, on a à peu près 17 études de cas, je ne les cite pas toutes, mais celles que je vais vous parler juste 2 minutes de celles que je vais reprendre dans la suite de mon propos en guise d'illustration. En ce qui concerne, par exemple,
des actions qui ont été plutôt portées par des acteurs du marché. On avait le cas d'étude de la filière engagement qualité Carrefour, qu'on a étudié justement avec Virginie. Donc c'est une filière qui est née en 2005 à peu près, donc qui fédère la marque Carrefour, à peu près une vingtaine d'éleveurs dans le Livradois-Forez, donc à proximité, et puis une entreprise de collecte et de transformation qui est implantée sur le territoire du Livradois-Forez. Et donc l'idée c'est de valoriser deux fromages qui sont sous AOP, donc le bleu d'Auvergne et la fourme d'Ambert, et donc la question de la reterritorialisation ici, c'est la valorisation d'un produit dont le caractère, dont la qualité repose sur la mobilisation de ressources de l'herbe en particulier. Je fais très court. Le deuxième exemple, c'est celui d'une démarche mise en place pour le coup par des acteurs de la société civile. C'est la mise en place d'une monnaie locale à l'échelle du Puy-de-Dôme. Alors, dit comme ça, on cherche le lien avec la question de la reterritorialisation de l'alimentation. Le lien est en fait très fort puisque c'est une association qui a été créée, la monnaie a été créée en 2015 et l'association qui gère la promotion de cette monnaie locale s'appuie très fortement sur la promotion des circuits courts, donc la recréation d'un lien fort entre les producteurs et les consommateurs. Troisième illustration que je mobiliserai par la suite, c'est un cas, trois autres cas qui sont plutôt portés par des acteurs publics, souvent en lien avec des acteurs du marché et de la société civile, bien sûr. Donc ce troisième cas, c'est celui de la fête de la pomme de Massiac, donc une fête patrimoniale dans le Cantal qui met en avant le paysage agricole, le patrimoine agricole de la communauté de communes. J'accélère un peu. Le quatrième cas, c'est celui de la route de l'huile, donc à proximité de la ville de Pise en Italie, donc qui a été mis en place par la province de Pise avec les acteurs de la filière oléicole et qui met là encore en avant un produit qui est l'huile d'olive, un produit sous IG, donc qui valorise complètement le lien du produit au territoire. Et puis, dernier cas, c'est celui du projet alimentaire territorial du Grand Clermont et du Livradois-Forez, donc qui est né beaucoup plus récemment, donc qui a vu le jour en 2016. Donc, d'abord, le projet alimentaire territorial, maintenant, on est dans le programme alimentaire territorial. Et donc, typiquement, la fonction du PAT, c'est la reterritorialisation de l'alimentation, la relocalisation et des produits de qualité sur l'ensemble du périmètre du Grand Clermont et du Livradois-Forez. Donc sur tous ces cas-là, le point commun de l'analyse des chercheurs, c'était une approche qualitative, donc sur la base d'entretien, je ne vous fais pas le topo en détail, d'entretien semi-directif auprès des parties prenantes de toutes ces actions collectives, et puis parfois aussi de l'observation participante de la part des chercheurs. Et l'idée, c'était à chaque fois de comprendre quelles étaient les pratiques et les stratégies des différents acteurs de ces actions collectives, comment ils fonctionnaient entre eux, et puis de comprendre quelle était l'émergence et le développement de l'action collective, donc retracer un peu l'histoire de chacune de ces actions collectives pour comprendre les leviers, les conditions du processus à l'œuvre en fait. Donc comme je ne rentre pas dans le détail, là c'est juste pour vous dire qu'on a édité des plaquettes qui synthétisent un peu les résultats surtout sur 4 de ces cas d'études, donc vous pourrez les regarder après. Donc juste pour illustrer ce que je viens de dire en termes de démarche, à chaque fois on retrace une chronique, la trajectoire d'une action collective et on met en avant les ressources qui sont mobilisées au fil de l'histoire de cette action collective. Et donc pour en venir aux résultats, parce que je ne surveille pas du tout le temps, mais donc c'était ce que j'indiquais dans le titre, à l'analyse croisée de cette très grande diversité d'initiatives collectives. Ce qu'on voit apparaître en premier lieu, c'est la question de l'articulation d'échelle, plus précisément le fait que dans chacune de ces trajectoires d'action collective, systématiquement, les acteurs mobilisent à la fois des ressources territoriales, des ressources du territoire, qu'elles soient matérielles, identitaires ou organisationnelles, mais ils mobilisent aussi à chaque fois des ressources qui sont situées à d'autres échelles, à des échelles extraterritoriales. Donc juste à titre d'exemple, et ça vaut, oui, pour quels que soient les acteurs qui sont impliqués dans ce type d'initiative. Par exemple, quand la reterritorialisation est portée plutôt par des acteurs publics, bon, c'est assez intuitif, mais pour le coup, dans le cas de la route de l'huile, effectivement, cette route de l'huile n'aurait pas pu être créée, ce projet n'aurait pas pu émerger sans la présence de différentes ressources
qui préexistaient, des ressources type l'existence d'un patrimoine oléicole sur ce territoire, des savoir-faire liés à la production d'huile d'olive, la présence d'oléiculteurs évidemment. Mais tout le projet ensuite n'aurait pu se développer sans la mobilisation de ressources extraterritoriales, donc typiquement des fonds alloués par l'Europe, par exemple dans le cadre du Fonds social européen. Et puis ce projet n'aurait pu exister, n'aurait pu se développer non plus sans des réglementations autour des IGP ou autour d'une loi régionale qui régit les routes de l'huile en particulier. Dans le cas où la reterritorialisation est plutôt portée par la société civile, là je prends le cas de la monnaie locale, en tout cas de l'association qui porte cette monnaie locale-là. Donc là, c'est un résultat peut-être un peu plus contre-intuitif, je dirais, mais il y a à la fois, dans ce cas-là, de la même façon, la mobilisation de ressources locales, donc le fait qu'il y ait effectivement des producteurs qui sont en circuit court sur le territoire d'action, puis des réseaux associatifs locaux qui sont très moteurs. Et puis il y a aussi la mobilisation au fil du temps de ressources extraterritoriales, notamment les connexions avec le réseau français, le réseau national des monnaies locales, mais aussi la mobilisation de fonds publics, en particulier de la part du ministère de Cohésion sociale. Et puis dernier cas, quand la territorialisation est portée par les acteurs du marché, je reprends le cas de la filière engagement Carrefour, là je le disais un petit peu en présentant le cas d'étude, on est typiquement dans un cas où le Carrefour, en initiant cette démarche-là, s'appuie sur les ressources du territoire, les ressources du Livre de Forez, en particulier l'existence de savoir-faire dans la transformation du fromage, du bleu d'Auvergne et de la fourme d'Ambert, l'existence d'une ressource en herbe riche qui peut être valorisée dans le cadre de la transformation. Et beaucoup d'autres. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'il y a ces ressources locales qui sont mobilisées et en même temps, il y a les caractéristiques propres de cet acteur international qu'est Carrefour, qui sont autant de ressources extraterritoriales, donc qui permettent de valoriser, de distribuer le produit sur l'ensemble du territoire national. Et puis c'est aussi la ressource propre à ce distributeur-là, qui est par exemple sa capacité à s'adapter aux attentes sociétales et aux normes qui se définissent à d'autres échelles que celle du Livre à la Forez où a été implantée cette action-là. Deuxième élément de résultat de la comparaison de nos différents cas d'études très diversifiés, c'est ce que je mets derrière la question de l'articulation des mondes et des modèles. Donc Virginie et Carole ont évoqué la question des modèles. C'est bien ce qu'on retrouve dans tous ces cas d'études, là, quels que soient les acteurs qui sont investis dans ces initiatives collectives, c'est qu'on a à chaque fois la rencontre de différents modèles agri-alimentaires. On a des éléments qui relèvent à la fois de modèles conventionnels, comme Virginie, au sens où Virginie l'a expliqué tout à l'heure, et puis des éléments qui relèvent d'un ou de plusieurs modèles alternatifs. Donc ça, on le retrouve systématiquement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de constater que on va pouvoir trouver aussi en parallèle le plus souvent ce qu'on appelle une rencontre de différents mondes, de différentes valeurs. Alors au sens de la rencontre, l'articulation de différents registres de justification, au sens de Boltanski et Thévenot, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'on va retrouver derrière toutes ces initiatives des choses qui peuvent être parfois un peu contradictoires en première approche, qui peuvent apparaître contradictoires, des valeurs qui relèvent du capitalisme et de la sociocratie, aussi des valeurs qui relèvent de l'écologie et du monde économique, etc. Donc ça, c'est des éléments, des résultats qu'on a encore à fouiller, à préciser. Le fait est que ce qui nous a intéressé beaucoup dans ce PSDR inventé, c'était d'identifier les modalités d'articulation de ces mondes et de ces modèles. Donc on a identifié deux principaux types d'articulation. Des cas où la coordination, l'articulation de ces mondes et ces modèles repose sur l'articulation spécifique d'acteurs variés. Donc c'est typiquement le cas dans le cadre du PAT, dont j'ai remis le logo ici, avec la mise en place de démarches participatives qui participent pleinement à mettre concrètement autour d'une même table des agriculteurs par exemple qui relèvent de modèles qui peuvent être contrastés, donc conventionnels versus alternatifs,
Et puis aussi des mondes très différents avec, autour d'une même table, des acteurs qui portent les enjeux de l'économie, les enjeux de l'écologie, etc. Et puis on a remarqué aussi que ces coordinations spécifiques d'acteurs, dans certains cas, elles relèvent complètement de la coordination à la fois formelle et informelle. Dans le cadre de la filière engagement qualité Carrefour, typiquement, c'est des façons de fonctionner entre les différents acteurs de la filière qui relèvent à la fois du modèle conventionnel du fait d'une coordination formelle, donc la mise en place de contrats, typiquement, entre les différents acteurs, mais qui relèvent aussi dans la littérature, ce qu'on identifie comme étant relevant plutôt de modèles alternatifs, des modes de coordination plus informels basés sur la confiance entre les acteurs liés à l'ancienneté des relations. Marie, il faut conclure. Et j'ai fini. Le deuxième type de modalité de coordination, c'est de rencontre de ces différents mondes et de ces différents modèles, c'est la question de l'intégration de la dissimulation par un seul acteur, qu'il soit collectif ou individuel, quand c'est un acteur qui, à lui seul, est à même d'intégrer dans la démarche différents mondes, différents modèles. Et je vais revenir juste en deux mots dans la conclusion. Voilà, donc pour revenir sur la question de la reterritorialisation de l'alimentation, en fait, il y a deux choses dans la littérature scientifique. Il y a un premier élément très important qui montre en général dans la littérature scientifique, quand on parle de reterritorialisation, il y a une référence qui est très forte à la notion de local. Ce qu'on voit là en comparant différentes initiatives, c'est qu'effectivement, dans tous les cas, il y a une mobilisation de ressources territoriales, de ressources locales, qui sont de nature très différente, mais il y a aussi systématiquement la mobilisation de ressources qui se situent à d'autres échelles. Et c'est cette articulation-là qui semble constituer un levier de la reterritorialisation. Et deuxième et dernier point, le fait que dans la littérature scientifique, là encore, on a toujours une référence à l'alternatif, avec des guillemets, quand on parle de reterritorialisation. Ce qu'on constate, et ça fait vraiment écho à ce que Virginie et Carole vous ont expliqué précédemment, c'est qu'on a quasi systématiquement, dans tous nos cas, un rapprochement de différents mondes, de différents modèles, qui semble renforcer plutôt qu'affaiblir la reterritorialisation, qui semble permettre d'inscrire l'action collective, en tout cas de l'inscrire, de la pérenniser, de l'inscrire dans le temps, de la pérenniser. Et donc juste pour finir, pour ouvrir sur une question, comme Virginie l'a fait aussi tout à l'heure, ce que je voulais souligner, c'était ça, c'était qu'au final, on a identifié des modalités d'articulation de mondes, de modèles, d'échelles. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours dans ces articulations des acteurs qui sont à la base de ça, qui ont une capacité à articuler des échelles, à aller chercher des ressources à différentes échelles, à articuler des mondes et des modèles, du fait de leurs compétences et bien souvent aussi du fait de leurs aspirations, de leur expérience personnelle. Donc on a des choses à fouiller dans ce sens-là, et notamment du point de vue opérationnel par rapport à la question de la territorialisation, parce que c'est bien une chose de comprendre ce qui se passe, l'autre chose c'est d'accompagner cela évidemment, c'est la question de comment faire émerger du coup les contributions spécifiques de certains acteurs qui sont aptes à articuler différentes échelles et différents mondes et modèles. Merci Marie, et merci à vous trois d'avoir essayé et réussi à tenir le timing que je vous ai imposé.